Re-salut. Je sais pas si vous le ressentez de la même façon que moi, mais moi habituellement, quand on arrive à la mi-année, je suis tout le temps comme « Hein? De quoi? On est déjà à la moitié de l'année. » Mais là, cette fois-ci, j'ai aucun mal à y croire, ok? Les 6 derniers mois, je les ai traversés. Mon corps les a vécus, ma tête les a vécus. Alors aujourd'hui, j'ai comme aucun mal à juste venir faire le bilan de la mi-année. Ça me paraît tout à fait naturel. Donc, je vous ai préparé une vidéo bien remplie parce que d'abord, je vais commencer par répondre aux questions du Mid-Year Book Freakout Tag. Ensuite, on va se plonger très profondément dans toutes mes statistiques de lecture. Et je vais conclure avec un bilan général de ma vie pendant ces 6 derniers mois. Alors, on peut tout de suite commencer avec les questions du Mid-Year Book Freakout Tag. Je tiens juste à faire une note que j'ai supprimé quelques questions, j'en ai bougé, j'en ai rajouté certaines. Les questions qui ont été ajoutées, ça a surtout été inspiré de Books and Nala. Mais comme en général, je trouve que c'est un tag qui pose des questions pertinentes, mais en même temps, tout le monde, absolument tout le monde y répond en ce moment. Donc, je vous avoue que j'ai envie de m'attaquer à ces questions d'une façon un peu plus efficace. Genre, je veux pas prendre trop de temps sur chacune d'entre elles. Surtout parce qu'après ça, il y a une tonne de stats à vous donner. Alors, la première question pour moi est celle dont la réponse est la plus évidente. Quel est le meilleur livre que tu as lu pour l'instant en 2024? Il me suffit d'étirer le bras pour vous répondre parce que c'est Betty de Tiffany McDaniel et il n'y a aucune compétition. J'ai lu des bons livres cette année, mais ça c'est pas juste un bon livre. C'est un chef-d'œuvre, c'est une masterclass et c'est le deuxième meilleur livre de tous les temps que j'ai jamais lu, même si techniquement il devrait être le premier parce qu'il y a moins de défauts que mon livre préféré de tous les temps. Si vous voulez connaître mon avis en profondeur, je vous invite à aller regarder le vlog où je testais les favoris de BookTube. Et donc, je vais pas en parler plus que ça parce que, assurément, il se retrouve au top de mon année 2024, donc j'aurai une autre occasion pour vous en parler. Deuxième question, quelle est la meilleure suite de saga que tu as lue pour l'instant en 2024? Je suis un peu honteuse de donner cette réponse. Pas parce que je devrais avoir honte du livre en tant que tel, pas du tout, mais parce que c'est une suite de saga que j'ai procrastiné pendant 5 ans, et finalement... je lui ai donné 5 étoiles. Pourquoi toute cette procrastination? Pourquoi toute cette anticipation? Le livre en question, c'est The Dragon Republic de R.F. Kuang. J'avais donné 5 étoiles au premier tome. Après ça, je sais pas pourquoi, j'ai attendu 5 ans. Et savez-vous quoi? J'ai adoré la suite. C'était vraiment un bon moment de lecture. Il y avait des défauts qu'on pourrait lui trouver, mais moi, en tant qu'expérience de lecture, ça a juste été tellement agréable que comme c'est un 5 étoiles que j'ai donné juste comme ça sans réfléchir. Parfois, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Donc là, c'est le deuxième tome d'une trilogie, donc il me reste le dernier à lire. Est-ce que ça va me prendre 5 ans pour m'y mettre? Je peux pas faire de promesses, mais j'espère que non. Ensuite, la prochaine question, c'est une des questions que j'ai subtilisées à Books and Nala parce que je trouvais ça très pertinent. Et c'est comment décrirais-tu ton année de lecture pour l'instant? Je dirais que c'est à la fois très positif et très négatif parce que d'un côté, j'ai trouvé énormément de coups de cœur pour l'instant. Genre habituellement, quand on arrive à l'été, je commence à paniquer un petit peu parce que je pense à la vidéo de fin d'année de mon top 10 et habituellement, j'ai peut-être 2-3 coups de cœur si je suis chanceuse. Mais là, vraiment, il n'y a aucune inquiétude pour le top 10 de fin d'année. En fait, je pense que l'inquiétude, c'est que j'ai trop de choix. Donc voilà, d'un côté, j'ai tellement fait de belles lectures merveilleuses, mais d'un autre côté, j'ai tellement fait de mauvaises lectures également. J'ai l'impression que dans les 3 derniers mois, j'ai eu plus de difficultés à me discipliner pour la lecture. J'ai éparpillé un peu partout mes sessions de lecture au lieu de vraiment m'asseoir puis lire des 30 minutes ou des 1 heure à la fois. Et je pense que c'est en partie parce que je suis vraiment tombée sur beaucoup de livres que j'aimais pas ou que je voulais abandonner. Et donc là, je ressors d'un mois de juin. Vous allez voir plus tard dans les stats, mais c'était catastrophique. Puis même au-delà des stats et des notes que j'ai données, je pense qu'en juin, j'ai abandonné genre 6 livres. Donc voilà, je peux pas dire que je suis mécontente de mon année de lecture pour l'instant parce que comme mentionné, j'ai plein de coups de cœur, mais oh, j'aimerais ça là qu'on remonte la pente dans laquelle je semble être descendue. La 4e question me demande de parler d'une nouvelle sortie que j'ai pas encore lue mais que j'aimerais lire. Je pense que j'ai pas le choix de répondre à cette question avec l'ironie totale d'avoir dédié un vlog à la lecture de 5 livres de ma palle pour avoir le droit d'acheter Falling Story et un mois plus tard, je l'ai pas lu. C'est ridicule. J'avais tellement hâte de lire, j'étais certaine que dès que j'allais terminer mon vlog, j'allais me précipiter dessus. Et non, il est resté sur mes étagères, j'ai lu d'autres trucs. Donc, je veux absolument le lire, là, j'ai hâte de le lire. Mais je pense que je le lis pas en partie parce que je suis incapable de me décider à savoir est-ce que je le vlog ou pas. Donc, laissez-moi savoir dans un commentaire, est-ce que vous préfériez que je lise ce livre dans un vlog ou je le lis puis j'en parle dans un point lecture comme d'habitude. Dans tous les cas, il faut que je lise, là, c'est l'été, je veux le lire. Prochaine question, la sortie que tu anticipes le plus dans la deuxième moitié de 2024. Il y a clairement plusieurs livres que j'aurais pu choisir pour répondre à cette question, mais je pense que je vais
vais y aller avec le deuxième tome de Dark Rise, donc c'est Dark Hair de Sis Pacat. Et ça fait un moment qu'il est sorti en anglais, mais puisque j'ai lu le tome 1 en français, j'attendais la traduction. Et là, enfin, Big Bang l'a annoncé, ça sort en septembre, je pense. Donc j'ai très hâte de la lire parce que j'ai adoré le premier tome, mais j'étais dans un moment de ma vie quand je l'ai lu où ça faisait un moment que j'avais pas trouvé un livre que je pouvais dévorer, et celui-là, j'ai lu très rapidement. Et je sais pas si le fait de pouvoir enfin lire un livre rapidement avec de l'entrain, c'est ce qui a fait en sorte que je lui ai donné une note aussi haute, parce qu'au final, c'était un 4.5 étoiles pour moi. Et donc, je suis curieuse de voir si ça va me faire la même chose avec le tome 2, si vraiment, genre, c'est une saga coup de cœur là, que je découvre. C'est du fantastique jeune adulte, mais je trouve que c'est vraiment de la qualité. La 6e question me demande de parler de ma plus grosse déception, et la réponse est un peu surprenante. Pas nécessairement genre pour vous, mais elle est surprenante pour moi parce que d'habitude, j'utilise tout le temps cette question pour parler d'un livre envers lequel j'avais des grandes attentes, mais au final, j'ai été déçue, même si j'ai fini par comme apprécier le livre. Mais dans ce cas-ci, je pense qu'il faut que je mette Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Clairement, j'avais aucune attente envers ce livre avant de le lire, là, tu sais, je l'ai lu dans mon vlog, vous m'avez dit que j'allais pas aimer ces livres, alors je les ai lus. Mais le truc, c'est que les premiers chapitres me paraissaient tellement prometteurs. J'aimais la protagoniste, je trouvais qu'il y avait un sérieux dans le texte auquel je m'attendais pas. J'aimais le contexte, les idées, le ton. Et donc, juste avec ce début, je me disais, ok, peut-être que je vais adorer ce truc. Mais on dirait que l'autrice a pas su utiliser ces personnages intéressants qu'elle avait mis sur pied. J'ai juste eu l'impression que les scènes qui avaient été choisies, la direction du récit, au final, c'était que des choix qui me décevaient progressivement. C'est vraiment frustrant de faire face à une œuvre où tu te dis, si t'avais été différent juste un petit peu, j'aurais pu vraiment t'aimer. Mais là, comme ça, ben non, c'est une déception. J'ai donné 2.5 étoiles, je pense. Par contre, maintenant, pour ce qui est de ma plus grosse surprise, c'est sans aucun doute Imogen Obviously de Becky Albertalli. C'est une romance jeune adulte saphique. Et moi, déjà, la romance, ok, j'ai du mal à trouver des coups de cœur, c'est très difficile. Et la romance jeune adulte en plus, c'est encore plus difficile. Parce qu'habituellement, plus les personnages d'une romance sont jeunes, moins ils ont tendance à communiquer et ça m'énerve. Mais là, oh my gosh, ce livre, on dirait que c'est un bijou tombé du ciel. J'ai tellement eu de plaisir à le lire. J'ai complètement accroché au couple et à leur romance. Je trouvais ça tellement mignon. Je trouvais ça intelligent, la façon dont les thèmes étaient discutés là-dedans. C'est un texte qui est important, qui touche à beaucoup de choses sur la réalité des personnes bisexuelles qui le réalisent peut-être tard dans leur vie. Et donc vraiment, pour moi, ce livre, ça a été la découverte que oui, je suis capable d'aimer la romance. À chaque fois que je déteste des romans, je me dis, ah ben peut-être qu'il faut juste que j'abandonne le genre. Non, je suis capable de trouver des coups de cœur dans le genre. Je le savais, ce livre me l'a prouvé. Merci. Donc, je recommande entièrement et j'espère qu'il va se faire traduire, même si je pense que ça va être une œuvre compliquée à traduire parce qu'il y a vraiment beaucoup de termes particuliers. Mais là, je trouve que c'est pas clair de juste dire particulier, dans le sens que il y a beaucoup de termes culturels anglophones à la communauté LGBTQ+, qui se traduisent peut-être moins facilement en français. En tout cas, j'espère, lisez-le. La 8e question, c'est celle d'un nouvel auteur préféré. Et donc, je me sens obligée de répondre Tiffany McDaniel parce que elle a révolutionné ma vision de l'écriture juste avec son roman. Mais je pense que pour avoir lu La dernière allumette de Marie Bareilles, si ses autres romans sont aussi bons que celui-ci, je pense qu'elle a du bon potentiel de devenir une autrice importante dans ma vie. Est-ce que j'ai quoi que ce soit d'autre à dire sur cette question? Non, on va passer à la prochaine. Mon nouveau personnage préféré. Là, on dirait que j'ai effacé tous les personnages que j'ai lus cette année de ma tête. Donc, je pense qu'il va falloir que je réponde avec le plus récent. Je sais pas si c'est nécessairement le numéro 1 dans mon cœur, mais je les ai oubliés les autres. Donc, le numéro 1 le plus récent dans mon cœur, c'est bien sûr Marcellus du livre De si remarquables créatures. C'est une pieuvre intelligente et touchante et je pense qu'on a tous besoin d'un Marcellus dans notre vie. Ok, on y va rapidement, j'aime ça. 10e question, un livre qui t'a rendue heureuse. Là, je suis certaine de ma réponse, ok? Et c'est Super méchant débutant de John Scalzi. Je l'ai lu en anglais, donc je sais pas, ok, si la traduction est aussi géniale que le livre, mais moi, j'ai adoré ce truc. Ça m'a fait sourire du début jusqu'à la fin. C'est la science-fiction la plus ridicule et rafraîchissante que j'ai jamais lu de ma vie. C'était n'importe quoi, mais de la meilleure façon possible, ok? Ah, c'était du bonbon. Encore une fois, je risque de vous en parler dans mon top 10 de fin d'année, donc je vais m'arrêter ici et on passe à la 11e question. Le plus beau livre que tu as acheté ou reçu cette année? Je vous avoue que cette année, j'ai quasiment acheté aucun livre ou reçu aucun livre. Donc, la seule réponse que j'ai, qui est quand même une bonne réponse parce que le livre est magnifique, c'est L'héritier trahi de Holly Black. Et là, juste comme ça, ok,
il est pas nécessairement beau, mais la beauté vient en dessous. J'adore le look. Oh, j'aime ça. Je trouve vraiment que c'est un bel objet livre. C'est pour ça que je l'ai payé à un prix fou. Mais vraiment, là, je trouve que la jaquette rend pas justice à la beauté en dessous. Je pense que après l'avoir lu, je vais peut-être juste garder le livre comme ça, même si je pense qu'il va plus se salir. Je sais pas, mais c'est magnifique. Je l'ai pas encore lu, mais c'est magnifique. La deuxième question, c'est les livres que tu dois absolument avoir lus d'ici la fin de l'année. Et là, je vais seulement choisir un titre pour répondre, parce que techniquement, l'entièreté de ma palle est quelque chose que je dois avoir lu d'ici la fin de l'année. Mais donc, il y en a un en particulier. Le Chardonneret de Donatarte. Je l'ai mis sur tellement de piles à lire. Il faut que je lise. Il est énorme, mais je pense sincèrement que je vais l'aimer. J'ai un bon feeling. Le problème, c'est que, encore une fois, je me suis mis en tête que j'allais le placer dans un vlog lecture particulier. Sauf que c'est un vlog lecture qui va me demander extrêmement de temps. Et donc, j'arrête pas de le procrastiner parce que ça me tente pas de m'embarquer là-dedans. Et donc, quand je procrastine le vlog, ben, je procrastine le livre. Alors, je pense que peut-être je devrais laisser faire le concept ou utiliser un autre livre pour le faire ou je sais pas. En fait, je peux vous en parler, ok? J'aimerais refaire ma vidéo de 24 heures de lecture chronométrée, mais uniquement avec des gros pavés, pour voir combien d'énormes pavés je suis capable de lire en 24 heures. Si d'ailleurs, vous êtes curieux de connaître les autres idées de vidéos que je vais faire prochainement, j'ai posté pour mes membres exclusifs une vidéo où je passe à travers ma liste entière et je leur demande genre quelle vidéo je devrais faire en premier. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre la chaîne en tant que membre au niveau des petites lunes et y avoir tout de suite accès. Pour ce qui est de la dernière question du tag, c'est l'autre question que j'ai volée à Books & Lala et c'est celle qui demande ta vidéo préférée que tu as postée cette année. Je pense que dans mon cœur, la vidéo que j'ai le plus aimé faire et pour laquelle je suis peut-être la plus fière du résultat, c'est le vlog que j'ai fait avec Elise et Erika. Parce que je trouve ça cool déjà d'avoir fait la première vidéo genre collaborative sur ma chaîne qui est pas juste avec Noah. Mais je trouve que les avis que j'ai fini par avoir sur les 2 livres qu'elles m'ont donné est intéressant. C'est le vlog où je suis allée voir l'éclipse solaire totale. Donc vraiment, moi, cette vidéo, c'est comme un beau moment dans ma vie. Ok, j'ai fini de répondre aux questions du tag. Ça signifie qu'on peut se lancer dans les stats de lecture. J'espère que vous êtes excités parce que moi, je suis. Alors, voici les chiffres officiels. Pour la première moitié de 2024, j'ai lu 50 livres exactement. Ça signifie donc qu'à ce rythme, je terminerai l'année à 100 exactement, ce qui serait un peu fou parce que l'année dernière, c'est exactement ça que c'est produit. Mais donc, les 50 livres que j'ai lus représentent un total de 18 633 pages lues. Si on divise le nombre total de pages lues avec le nombre de jours dans la mi-année, ça signifie que j'ai lu en moyenne 102 pages par jour. Je suis contente d'être arrivée à la centaine parce qu'il y a eu certains mois récemment où j'ai fait mon bilan stats et je constatais que j'avais lu genre 88 pages par jour. Moi, j'espère toujours être en haut de la centaine, donc là, je suis contente. Et si on divise maintenant le nombre total de pages qui ont été lues versus le nombre de livres qui ont été lus, ça signifie qu'en moyenne, mes livres faisaient 372 pages chaque. Je suis contente de constater que la moyenne penche plus vers le 400 pages que vers le 300. Et pour ce qui est de la note moyenne que j'ai donnée à mes lectures, c'est un 3.33 étoiles. Ah, ça me fait de la peine. Habituellement, je suis plus comme 3.45, peut-être même 3.5 si ça a été une bonne période. Mais là, le 3.33, c'est bas, ok? Je trouve ça bas. Ensuite, si on regarde le nombre de livres qui ont été lus chaque mois, on constate que janvier a été mon plus grand mois de lecture avec 10 livres lus. Et ça m'étonne pas du tout parce que j'ai tout le temps l'habitude de commencer l'année en grand, genre en lisant beaucoup plus. Mais par contre, le nombre de livres, ça veut pas dire grand chose en fait parce que si on regarde le nombre de pages qui ont été lues par mois, on voit que janvier était pas du tout le mois où j'ai le plus lu. Et donc, le grand gagnant, c'était avril avec 4181 pages lues. Mais là, on peut aussi aller voir la moyenne de notes que j'ai donnée à mes lectures chaque mois. Donc, on voit que même si j'avais quand même beaucoup lu en février et en juin, la moyenne de notes pour ces mois est en dessous de la barre des 3 étoiles. 2.84 en février et 2.97 en juin. Oh my gosh, oh my gosh. Écoutez, bon, pour juin, c'est pas une surprise là parce que j'ai littéralement donné 2 étoiles de suite ce mois-ci. Sortez-moi des mauvaises lectures, j'en peux plus. Sinon, je vous ai déjà parlé de la taille moyenne des livres que j'avais lus. Et là, on va aller voir vraiment comme combien de livres appartenaient à quelle tranche de taille de livres. Est-ce que c'est clair? En bref, ce que je veux dire, c'est que on peut voir sur le graphique que j'ai seulement lu 8 livres qui étaient en haut de 500 pages. Mais en même temps, j'ai seulement lu 2 livres qui étaient en bas de 200 pages. Mais j'avoue que je suis un peu étonnée de voir que j'ai lu 15 livres qui étaient entre 200 et 299 pages. Dans ma tête, c'est comme moins commun comme taille, mais finalement, non. Pour ce qui est du format dans lequel j'ai lu mes livres, j'annonce que c'est l'année
du numérique, ok? 40% de lecture lue en numérique. Donc j'ai lu 17 livres papier, 13 livres audio et 20 e-books. Et je pense vraiment que les e-books vont continuer à grandir parce que j'aime tellement ma liseuse, j'aime tellement plus l'expérience de lire sur une liseuse. Pas parce que j'aime pas le papier et tout, mais strictement à un niveau de comme confort de la nuque, de la tête, des mains, des bras. C'est tellement plus facile de lire sur une liseuse sans se blesser physiquement. Et peut-être que ça sonne extrême, mais je me suis blessée à plusieurs reprises dans le passé là, en lisant genre des gros romans, en étant couchée. Genre ça là, ça tue le cou et les mains. Et les poignets, tout. Et pour ce qui est de la source des romans que j'ai lus, il y en avait 15 qui figuraient dans ma palle physique qui est derrière moi, et il y en avait 35 que j'avais empruntés. Donc ça comprend les livres que j'emprunte à la bibliothèque, que ce soit en papier ou en numérique, et ça comprend aussi les services de livres audio pour lesquels je suis abonnée, mais je possède pas le livre après l'avoir lu. Encore une fois, 70% d'emprunt, ça me représente bien en tant que personne, je pense pas que ça va changer dans le futur. Ah, puis dans le passé, j'avais inclus ici les SP, mais le truc c'est que en 2024, j'ai reçu et lu aucun SP. Donc, j'ai juste essayé de les retirer. Ils vont sûrement revenir dans le futur quand je demanderai de nouveau des SP, mais là, pour l'instant, je suis dédiée à réduire ma palle. Maintenant, pour ce qui est de la langue dans laquelle j'ai lu les livres, on a un 60% de livres anglais et un 40% de livres français. Je suis contente que la proportion soit presque à égalité. J'avais peur qu'on soit plus proche du genre 70 ou même 90% d'anglais, mais là, j'utilise plus de services de livres audio francophones comme Nextory, donc je pense que ça va m'aider à balancer parce que avant je lisais beaucoup de livres en anglais parce que tous mes livres audio étaient en anglais. Maintenant, pour ce qui est de la tranche d'âge des romans que j'ai lus, je sais que le jeune adulte a toujours été dans la minorité, mais là, c'est vraiment de la minorité, ok? Parce que j'ai lu 6 livres jeunes adultes pour 44 livres adultes. Est-ce que je compte changer quoi que ce soit par rapport à cette stat? Pas nécessairement, mais c'est sûr que j'aimerais lire un peu plus de jeunes adultes parfois parce que je trouve que ça a plus le potentiel d'être des lectures comme rapides et entraînantes à traverser, ce dont j'ai besoin en ce moment avec tous les abandons que j'ai fait récemment. Pour ce qui est maintenant des genres littéraires, je vous affiche tout ça à l'écran. Je suis un peu surprise de constater que la science-fiction est encore en numéro 1 parce que j'avais pas l'impression d'en avoir lu beaucoup récemment. Mais c'est ça, au final j'en ai lu 16. En deuxième position, on a le contemporain / littérature générale avec 11 livres lus. Et ensuite, le thriller, horreur, policier, blabla avec 9 livres lus. Mais il y a quand même 14% de romances là-dedans. Là. Ça, c'est 7 romances que j'ai lues. Bon, là-dedans, il y en a genre 2 que c'est des dark romance. Est-ce que ça compte comme de la vraie romance? Je sais pas. Je pense que oui. Je sais pas. Ok. On va passer à la prochaine stat qui est une nouvelle stat que j'introduis sur ma chaîne. Au lieu de noter le genre des autoristes que je lisais, j'ai décidé de noter si c'était un auteur que j'avais déjà lu dans le passé ou pas. Et ça a ouvert la porte à plein de constatations intéressantes. Donc déjà, j'avais aucune idée si j'avais plus tendance à lire des auteurs qui m'étaient inconnus ou pas, mais au final, regardez-moi ça. C'est un beau presque 50-50. 26 livres qui provenaient de plumes que j'avais jamais lues et 24 que j'avais déjà lues. Mais là, la chose que j'ai décidé d'aller vérifier après cette constatation, c'est est-ce que j'ai tendance à donner des meilleures notes aux personnes que j'ai déjà lues dans le passé ou pas? Et donc, j'ai la réponse. Pour les autoristes que j'avais déjà lus dans le passé, la moyenne de notes que je leur ai donnée, c'est un 3.40 étoiles. Et pour ce qui est des autoristes que j'avais jamais lus auparavant, ça a été un 3.27 étoiles. Alors je pense que la conclusion à tirer de ça, c'est que c'est peut-être plus judicieux pour moi d'aller chercher des auteurs que j'ai déjà lus. En même temps, c'est sûr que quand je choisis de relire quelqu'un, c'est la plupart du temps parce que je les ai aimés. Genre si je relisais des auteurs que j'avais déjà lus mais pas aimés, je pense pas que le résultat serait aussi positif. Mais je sais pas, je trouve ça super intéressant comme résultat. J'ai hâte de voir ça sera quoi à la fin de l'année. Maintenant, on passe à la stat des sagas. En 2024, pour l'instant, j'ai lu 15 livres qui figuraient dans une saga et 35 qui étaient juste un one-shot. Mais parmi les 15 sagas que j'ai lus, vous pouvez constater avec le graphique qu'il y en a 10 qui étaient des premiers tomes et seulement 5 qui étaient la suite d'une saga. C'est pas le plus catastrophique que ça a déjà été, mais c'est sûr que j'aurais aimé avoir lu plus de suites de saga. En même temps, la majorité des premiers tomes que j'ai lus, j'ai décidé de juste abandonner la suite de la série. Donc, c'est pas des sagas qui s'ajoutent en plus sur ma liste. Ok, la prochaine stat est un peu compliquée parce que c'est celle des pays des livres. Et si vous me suivez depuis des années, vous savez que je sais jamais quoi faire, ok, pour cette stat, je change toujours d'idée. Donc là, en bref, j'y suis allée avec les pays dans lesquels les autoristes vivaient
vivaient comme en ce moment ou alors avaient vécu la majorité de leur vie. Et donc au total, j'ai lu des livres qui provenaient de 12 pays différents. En première place, on a bien sûr les États-Unis avec 26 livres lus, le Royaume-Uni en deuxième place avec 6 livres, la France et le Québec en troisième et quatrième place, let's go la francophonie, et ensuite on fait un peu le tour du globe avec Australie, Corée du Sud, Algérie, Italie, Suède, Turquie, Russie, Japon. Je trouve que c'est un peu plus vaste que ce que j'ai d'habitude, mais c'est sûr que je vois avec cette liste qu'il y a des régions du monde qui ont été ignorées, même si en même temps non, parce que il y a beaucoup de gens dans États-Unis qui genre proviennent d'autres pays mais qui habitent aux États-Unis. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce que c'est vrai que je suis moyennement fan de cette stat? Oui, mais je continue à la noter parce que je veux voir quand même. Bon, ensuite on a encore une stat avec laquelle j'ai un petit peu de mal. Donc là, ce que j'ai décidé de faire pour les années de publication des romans, c'est d'aller vérifier combien de livres avaient été lus avant les années 2000, et ensuite je me suis fait des petites tranches de temps. Donc il y a de 2000 à 2010, de 2010 à 2020. Il y a les livres qui sont récents mais pas tout à fait récents, donc 2021-2022, et il y a les livres que je considère encore comme des sorties récentes, donc 2023-2024. Et donc on voit que la majorité de ce que j'ai lu, c'est de 2010 à 2020. En même temps, ben c'est une plus grande tranche que genre 2021 à 2024 qui ont été séparés. Si on regroupait ces 4 années-là, ben là ça dépasserait. Mais sinon, il y a seulement 5 livres que j'ai lus qui ont été publiés avant 2000, donc le classique, ça s'est moyennement fait aller. Et c'est pas dans le graphique, mais je pense que pour 2024, j'ai seulement lu 2 sorties. Donc en général, je pense que je préfère lire des livres qui ont déjà commencé à un petit peu accumuler la poussière sur des étagères, mais qui sont pas vieux. Genre, ok, il y a de la poussière, mais ils n'ont pas encore commencé à jaunir, donc 2010-2020. Et là, on passe à la stat qui est la plus importante pour moi. L'ancienneté dans ma palle des livres que j'ai lus. Ce qui est fou, c'est que l'année dernière, quand j'ai fait cette stat, j'avais 196 livres dans ma palle. Et là, ben, j'ai tellement détruit ma palle dans la dernière année que j'ai dû complètement changer les degrés d'ancienneté avec lesquels j'ai séparé. Donc là, le nouveau système d'ancienneté que j'ai, c'est qu'en vert, on a le plus vieux livre de ma palle jusqu'au 25e plus vieux. Ensuite, on fait 26 à 50, 51 à 75, etc. Et j'ai ajouté une catégorie hors palle pour les livres que, ben juste avec le nom, vous comprenez sûrement ce que ça veut dire, là, mais en bref, c'est des livres que j'avais pas dans ma liste et que j'ai décidé sur un coup de tête de lire, soit pour un vlog ou juste parce qu'il était disponible, genre en livre audio. Et aussi, il y a la catégorie du bocal des membres que j'ai mis en vert foncé, parce que techniquement, ce sont pas des livres de ma palle, mais c'est très positif que j'y lise, parce que on m'a littéralement genre donné de l'argent pour que je les lise. Alors, je suis extrêmement heureuse de constater que la barre du premier livre au 25e est celle qui a été la plus lue. J'ai lu 14 livres qui figuraient dans genre la portion la plus vieille de ma palle. Un truc que je constate avec ces colonnes, c'est que j'ai vraiment pas tendance à lire des livres entre 51 et 75. Puis ça me donne envie de juste aller piocher là-dedans pour comme leur donner un peu d'amour, mais bon. Techniquement, plus je lis des vieux livres, plus les livres de cette portion genre descendent. Donc je souhaite continuer sur ma lancée pour le reste de l'année 2024. Là. Ok, j'aime ça voir du vert comme ça. Et pour finir avec les stats, je dois vous révéler combien de livres il reste dans ma pile à lire. Au début de l'année, j'étais à 108 livres dans ma palle. À la fin mars, c'est un petit peu la panique parce que j'avais seulement descendu à 101. Mais là, aujourd'hui, je suis à 76. Je suis très contente parce que mon objectif pour 2024, c'était de terminer à la barre des 60. Et donc, je pense que c'est extrêmement faisable, très faisable. Mon objectif, c'est d'atteindre les 50, puis après ça, je vais plus chercher à descendre parce que j'ai beaucoup de concepts de vidéos qui demandent que j'ai quand même une palle assez large, mais je suis vraiment excitée d'y être. Oh my gosh! Et donc, c'est tout pour les statistiques de lecture. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous trouvez que 2 vidéos stats par année, c'est pas assez, j'en poste une par mois pour mes membres exclusifs. On est présentement 29 membres dans la communauté. Il en reste juste un pour débloquer des emojis supplémentaires. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, venez! Et donc maintenant, on peut passer à la section bilan général des 6 derniers mois. Pour ce qui est du bilan de ma chaîne YouTube, j'ai tendance à surtout faire comme un bilan détaillé à la fin de l'année, mais il y a quand même certains points que je tiens à mentionner qui ont changé dans les derniers mois. Premièrement, j'ai commencé l'année avec 3300 abonnés et là, on vient d'atteindre les 6000. C'est une montée de fou qu'il y a eu dans les derniers mois, puis c'est en grande partie grâce au succès de certains vlogs lecture que j'ai postés. Puis je suis vraiment contente parce que les vlog lecture, c'est le contenu que j'aime le plus faire, donc on dirait que ça m'a encore plus motivée pour la suite parce que je vois que ce que je veux faire avec ma chaîne est quelque chose qui plaît également. Et donc là, j'ai une vidéo, mon vlog de captive, il est rendu à 19 000 vues. C'est fou! Donc merci à toutes les nouvelles personnes qui m'ont rejointe. Je suis certaine que la majorité des personnes qui regardent ça en ce moment étaient pas là genre l'année dernière. Bonjour!
Bienvenue! J'espère que les dernières vidéos vous ont plu et que les prochaines vous plairont également. Aussi, dans les 6 derniers mois, une nouveauté sur ma chaîne, ça a été mes premiers partenariats. J'ai pas de plan d'en faire fréquemment, genre ça va uniquement dépendre des personnes qui m'écrivent, genre si ça m'intéresse ou pas. Mais honnêtement, j'ai vraiment hésité avant d'accepter les partenariats parce que ça me stressait. Mais au final, je suis contente de l'avoir fait parce que mon petit chat m'a coûté très cher en soins vétérinaires dans les dernières semaines, alors ça m'a beaucoup aidé. Donc cette année, évidemment, j'ai eu ma chaîne YouTube, mais j'ai également continué à travailler sur mon roman. J'ai commencé et terminé la 3e réécriture de mon livre pour un total de 83 631 mots réécrits. Ça a été énormément de travail et là en ce moment le livre est en bêta lecture. Je commence à approcher la satisfaction face au livre, donc je pense qu'il y a peut-être une 4e réécriture à l'horizon, mais peut-être qu'après ça je vais commencer à le soumettre, je sais pas. Et maintenant, pour ce qui est de ma vie personnelle dans les derniers mois, je vous avais expliqué dans mon bilan de fin d'année 2023 que 2024 allait être probablement l'année la plus effrayante de ma vie parce que je perdais mon appartement et mon emploi en même temps. Et donc, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'ai réussi à me trouver un appartement et en fait, c'est la dernière vidéo que je filme avant de mettre tous mes livres dans des boîtes demain. Donc, je déménage dans quelques semaines et après ça, ben, il va falloir que je me trouve un travail. Donc là, je l'ai encore en ce moment, là, mais il me reste genre 2 semaines. Mais ce que je trouve positif, c'est qu'au début de l'année, j'étais tellement insécure et anxieuse face à tout ça. Mais maintenant que je suis dedans, je trouve que je le gère bien. Oui, il y a beaucoup de stress et tout, mais j'avais vraiment l'impression que ça allait être la fin du monde, puis pour l'instant, ce l'est pas. C'est sûr que d'avoir pu trouver un appartement aussi facilement, genre on a juste visité 2 appartements avant de le trouver. C'est sûr que ça m'a énormément aidé et en même temps, je trouve que ça me donne de l'espoir parce que je me dis, ok, si ça a été aussi facile pour mon appartement, peut-être que ce sera aussi facile pour mon travail. Mais c'est sûr que le travail, là, ça va être la chose la plus demandante pour moi mentalement et aussi physiquement parce que moi, dès que j'ai la moindre parcelle de stress, là, mon corps est détruit. Donc, c'est ça, j'allais dire que ça allait être stressant et difficile, mais en même temps, j'essaie de me dire que non. J'essaie de me dire que genre, dans 3 semaines, ok, il va y avoir une opportunité qui va me tomber du ciel entre les mains. Et non seulement ce sera un emploi qui me donnera assez d'argent pour survivre, mais ce sera un emploi qui me donnera assez de temps et d'énergie pour continuer les vidéos. C'est ça que j'essaie de manifester. Et j'essaie aussi de manifester la santé de mon cher petit chat parce que là, mon compte de banque, il peut plus. Genre, ça fait des mois que j'achète absolument rien pour moi-même qui est pas le strict nécessaire pour économiser en prévision de la période où j'aurai pas d'emploi. Mais écoutez, les économies, mon chat les a mangées à coups d'infection urinaire. Donc je souhaite toute la santé du monde pour elle, pour vous, pour moi. C'est donc la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme mentionné, c'est la dernière vidéo que je filme ici, sauf que ce sera pas la dernière vidéo que vous verrez dans cet appartement parce que j'ai déjà complété un vlog entier. Il sera publié dans 2 semaines, mais après ça, je risque de prendre une pause pendant le mois d'août pour mon déménagement puis genre ma recherche de travail. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se revoit dans 2 semaines, je poste le vendredi à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!